Alors, je vous dis salam alaikum, mes chers frères et sœurs. Nous entamons aujourd'hui dans le cycle de nos conférences pendant toute l'année dans les salles de Go Mecca, tout type de conférences scientifiques, médicales, culturelles, politiques, artistiques, religieuses, etc. Et nous avons le grand plaisir de recevoir pour la première fois dans la salle de Go Mecca notre artiste des idées et du combat militant, qui est bien sûr la responsable du PIR, c'est-à-dire pour les indigènes de la République. Et quelle République? Nous sommes dans la République du dedans et du dehors. On verra bien sur la thématique de l'intégration, l'assimilation. Est-ce qu'on doit être des petits Français ou des sous-Français ou des Français normaux? Elle va nous parler de ça et vous allez en débattre avec elle après. On va faire bien sûr après une pause, puis on reprendra pour entamer le débat. Et nous avons vraiment le plaisir pour la première fois, parce qu'elle est tellement critiquée du coup de son dernier livre qu'elle a fait sortir dans le cadre bien sûr du bien vivre ensemble autour des valeurs et des principes de la République, mais ils ont pris mal, ils avaient eu la mouche et ils ont commencé avec leur propagande, la diaboliser, la noircir, la dénigrer pour la faire justement également exclure du champ des intellos ou des militants qui luttent pour une égalité citoyenne universelle. Et voilà, je ne vais pas m'étaler trop, sinon je vais faire une deuxième conférence moi-même. Donc, je donne la parole à Houria Boutelja. On applaudit. Bismillah. Nabil, merci pour cette présentation. Qui me fait plaisir. Tout enjoué. Salam alaikum et merci d'être là. Je remercie Nabil et son association pour cette invitation. Je remercie Go Mecca, puis je vous remercie vous tous d'être venus. Donc le thème que tu m'as proposé, Nabil, c'est assimilation-intégration. Faut-il se renier pour être français? C'est ça? Absolument. Exactement. Ouais. C'est une vaste question. Je suis sûre que déjà dans cette salle, personne ne répondra oui à cette question. Évidemment qu'il ne faut pas se renier. Donc finalement, la réponse est assez simple. En fait, pas si simple que ça. Parce que c'est le thème de l'intégration. Moi, j'ai un peu plus de 40 ans aujourd'hui. Allah ibarak. Chez Kahoya. Et j'ai le sentiment, alors que j'ai grandi en France, que ce thème de l'intégration m'a persécuté. Ça fait pour certains, donc moi, une quarantaine d'années, pour d'autres 50 ans, pour d'autres 60 ans, pour d'autres 20 ou 10 ans. Nous sommes issus de la grande histoire coloniale et vivons en France, avons grandi en France, avons fait nos études en France, travaillons en France, et pourtant, ce pays continue de nous demander de nous intégrer parce que nous serions en déficit d'intégration. Bien. C'est ce qui rend ce thème de l'intégration extrêmement important politiquement pour nous, et à mon avis, c'est important de s'y attarder. Alors, la première chose que j'aimerais dire sur le thème de l'intégration, c'est que le phénomène d'intégration est quelque chose d'abord de tout à fait naturel, tout à fait normal. Tout le monde s'intègre quelque part. Si mes parents étaient allés au Mali, je serais intégrée au Mali, je parlerais la langue, une des langues du Mali, j'aurais les coutumes du Mali, et quelque part je serais malienne. Si j'avais grandi au Népal, eh bien ce serait pareil. Si je grandis au Bangladesh, eh bien je m'intègre au Bangladesh, et donc je parle la langue de là-bas et les coutumes de là-bas, et donc je suis quelque part, mon identité est bangladeshi. Donc en fait, j'ai grandi en France, et socialement parlant, eh bien je suis française. Bon. Donc jusqu'ici, c'est tout à fait normal. Or, il se trouve que l'intégration au Mali et l'intégration en France, ce sont des processus d'intégration qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Pourquoi? Parce que le Mali est un pays du tiers-monde, ce qui n'est pas le cas de la France. Lorsque je vis en France et que je m'intègre en France, je m'intègre dans un espace politique
très précis. C'est un État-nation, pas n'importe lequel, puisque c'est, dit-on, la 5e puissance du monde, et surtout, c'est un pays impérialiste. Donc quand je m'intègre pas simplement à une culture, jusqu'ici tout à fait normale, encore une fois, Mali, Belgique, Népal, Bangladesh, peu importe, Arabie Saoudite, enfin, peu importe. Tout ça, ce sont des processus sociaux tout à fait normaux. Sauf que là, le pays en question, c'est un pays impérialiste. Et lorsque je m'intègre, que je m'assimile en France, je suis en quelque sorte partie prenante d'un projet politique qui consiste à exploiter le reste du monde. Et c'est là où, à mon avis, la question de l'intégration, elle se pose à nous. Pour moi, la question de l'intégration, c'est pas une question sociale, puisque là-dessus, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de réglé, c'est tout à fait normal de s'intégrer quelque part, il n'y a pas à en avoir honte. En revanche, s'intégrer dans un pays impérialiste, nous qui venons des pays qui jadis ont été exploités, ça fait de nous, objectivement, cette intégration fait de nous objectivement de nouveaux colons. Puisque nous bénéficions de l'impérialisme français d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que même lorsque je reçois le RSA, c'est-à-dire pas grand-chose, l'argent du RSA entre en circulation dans l'économie française par le biais notamment des rapports impérialistes. En tout cas, de la manière dont la France acquiert sa fortune et son argent. Et donc, du coup, ça nous pose la question politique de faut-il nous intégrer? Alors, d'un côté, on a un État français qui nous dit, qui nous fait cette proposition, qui nous dit intégrez-vous, et de l'autre, qui nous dit tous les jours vous ne serez jamais comme nous. C'est ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. D'un côté, on nous dit devenez des Français comme les autres, devenez des citoyens comme les autres, et tous les jours dans notre vie de citoyens français, parce que c'est ce que nous sommes, objectivement, eh bien en fait on nous dit vous ne serez jamais des Français comme les autres. Ça s'exprime dans notre quotidien par la discrimination et par des discours médiatiques et politiques qui nous font tous les jours savoir qu'on ne sera jamais des Français comme les autres. Alors qui, nous? Pas les Belges, pas les Suédois, pas les Anglais, pas les Finlandais qui vivent en France, pas les Italiens, pas les Espagnols, qui ont été, pour certains Italiens, Polonais, Espagnols, maltraités quand ils sont arrivés, notamment par le biais de l'immigration ouvrière, mais qui en une génération ont vu leurs enfants devenir des Français comme les autres. Quelqu'un qui s'appelle Piedro, il s'appelle Pierre, et puis c'est terminé, il devient un Français comme les autres au bout de la 2e génération. En ce qui nous concerne nous, c'est un grand nous social, qui est le nous des gens qui viennent du Maghreb, qui est le nous des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, et qui est le nous des gens qui viennent des Antilles, et plus largement des anciens pays colonisés. Ce nous-là, jusqu'à aujourd'hui, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, on reste inintégrable. C'est-à-dire qu'on est devant un système, je le répète, qui nous dit, ou qui fait semblant de nous dire de nous intégrer, de devenir des Français, et qui nous refuse tous les jours. Et c'est bien ce nous des populations issues de l'immigration postcoloniale. C'est pas une génération, c'est pas une génération qu'on est là. On a des ancêtres qui étaient là au début du siècle dernier et qui ont même participé à la construction du métro parisien, par exemple. Donc ça veut dire qu'on est là, on peut estimer que ça fait déjà la 5e ou la 6e génération. Nos enfants, ceux qui s'appellent aujourd'hui Malika ou Mohamed ou Mamadou, qui ont des parents, des grands-parents, voire des arrière-grands-parents qui ont travaillé dans ce pays, ne sont toujours pas reconnus comme des Français à part entière. La question, c'est que fait-on? Puisque, je le répète, nous sommes des Français, socialement parlant. Et je répète aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, que même si on a la volonté de s'intégrer, on s'intègre dans un pays impérialiste qui nous pose à tous, qui doit tous nous poser un problème moral. Un problème moral de savoir, est-ce qu'il est halal, est-ce qu'il est éthique de continuer notre intégration dans un pays qui exploite le tiers-monde et qui continue de l'exploiter sous la forme économique, culturelle
militaire, etc., etc. Ma réponse à moi, c'est non. Eh bien, puisqu'on nous refuse l'intégration, eh bien, disons chiche, cessons de vouloir nous intégrer. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, si on refuse l'intégration? Puisqu'on ne peut pas aller sur Mars, et que partir en Angleterre poserait exactement le même problème, puisque l'Angleterre est un pays impérialiste. Aller au Canada, aux États-Unis, ça pose le même problème, puisque ce sont tous des pays impérialistes. On a la possibilité de retourner chez nous. Sauf que notre chez nous, d'abord, quand on va chez nous, on nous dit « vous êtes des Gaules », alors on ne nous reconnaît pas tout à fait comme des vrais, et que par ailleurs, notre chez nous, finalement, lui-même, il est intégré aux rapports impérialistes. C'est-à-dire qu'on a aussi des systèmes du tiers-monde qui sont eux-mêmes complètement imbriqués dans les rapports impérialistes. Alors, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas retourner chez nous, je pense que retourner chez nous, pour ceux qui le souhaitent, c'est très bien, c'est pas un problème, mais que, où qu'on se trouve aujourd'hui sur la planète, où qu'on se trouve, on est face au combat contre ce que nous on appelle, aux indigènes de la République, la modernité occidentale. Tous les pays du tiers-monde prennent le chemin, ce chemin qui consiste à imiter l'Occident. Et donc, où qu'on soit, il faut qu'on mène ce combat contre la modernité occidentale. Et c'est la raison pour laquelle, nous qui sommes en France et qui parlons de manière située en France, donc je parle des militants des indigènes de la République, le projet qui est le nôtre, c'est de dire, eh bien, on nous a refusé, on nous refuse. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à une phrase qui me revient d'une militante des années 80 qui avait fait la marche pour l'égalité en 1983. Cette femme, elle a témoigné il y a 2-3 ans, pour les 30 ans de la marche, elle a témoigné dans une émission télé, et elle a dit la chose suivante. Nous, à l'époque, en 83, on avait un grand désir d'intégration. Elle a dit la chose suivante, je pense qu'elle était d'origine algérienne. Elle a dit, on était prêt à manger du porc. C'est ce qu'elle a dit, c'est sa déclaration. Et elle dit en même temps, même ça, même le sacrifice culturel qu'on était prêt à faire, et bien même avec ce sacrifice-là, on ne serait jamais devenus des Français. C'est le constat qu'elle fait là. Aujourd'hui, elle a des enfants qui sont grands, qui ont 20 ans. Donc, puisqu'on nous refuse l'intégration, eh bien moi je crois qu'il est temps de dire, eh bien nous aussi on la refuse. C'est-à-dire qu'on ne va plus jouer le jeu de dire on croit au mythe de l'intégration républicaine. Moi je crois qu'il faut dire, ben, très bien, on va vous suivre, vous nous refusez, alors que nous on veut... Parce que nous, en fait, l'intégration, si vous voulez, on a joué le jeu et en même temps, on a résisté. On a résisté à l'intégration. C'est vrai qu'on veut devenir des citoyens comme les autres, mais c'est vrai en même temps qu'on a résisté, par exemple, en continuant, par exemple, à donner des noms, pour ce qui est du Maghreb, des noms maghrébins à nos enfants. Ça, c'est une résistance. On a résisté en construisant des mosquées en France. Parce qu'on tenait à notre dignité, et à nos croyances, et à ce que nous étions, à nos héritages culturels et religieux. On a continué nos pratiques culinaires. On fait en France des restaurants maghrébins, maliens, etc. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette résistance culturelle, ça fait partie quelque part d'un refus d'intégration au sens où certes il faut devenir, on accepte, on veut devenir des citoyens comme les autres, mais en même temps, on veut garder une certaine dignité. On ne veut pas renoncer à nous-mêmes complètement. Cette résistance, elle existe partout, et en même temps, elle est tous les jours menacée par le projet assimilationniste. C'est pas parce qu'on résiste que la République, cette machine qui consiste à nous lessimer, ça ne veut pas dire qu'elle arrête son projet de nous rendre, de nous faire perdre notre culture et notre identité. Donc il y a une bataille qui se joue ici. Donc je répète, il y a l'offre qui est faite de la République de nous intégrer, il y a notre volonté d'intégration,
il y a nos résistances qui s'activent en même temps, et il y a notre prise de conscience qu'on ne deviendra jamais des Français comme les autres. Je redis ce que je disais tout à l'heure. Donc, a priori, puisque ce contrat-là, il n'est pas tenu, puisque la promesse de l'intégration n'est pas tenue, et puisqu'on sait qu'on ne deviendra pas des Français, et que finalement, quelque part, peut-être qu'on ne veut pas le devenir, eh bien, en plus de la résistance du quotidien, en plus de la résistance culturelle, il me semble qu'il faut aussi opposer une résistance politique. Et c'est là où, puisque on ne veut pas, et j'espère que c'est le cas des gens qui sont ici, on ne souhaite pas poursuivre ou tirer bénéfice du projet impérialiste, eh bien il me semble qu'il faut réfléchir à un projet alternatif. C'est-à-dire que tous les projets qui nous demandent de nous intégrer, il faut les refuser, ce qui signifie qu'on a une lourde tâche qui consiste à réinventer notre espace politique, c'est-à-dire à réinventer la République. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut opposer un projet décolonial. Un projet décolonial, son principe de base, c'est de refuser le système économique et les institutions telles qu'elles existent. C'est-à-dire les institutions qui poursuivent le projet impérialiste. Un projet décolonial, c'est un projet qui refuse l'impérialisme, qui refuse que les troupes françaises soient en Afrique ou en Libye, ou en Syrie, ou peu importe dans le monde, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut critiquer de manière radicale la présence française à l'étranger, sous sa forme militaire, sous sa forme économique, et sous sa forme culturelle. Puisque la France n'exporte pas simplement son armée et son économie, elle exporte également ses normes. Par exemple, je donne un exemple, la francophonie. La France est très fière de dire qu'il y a plein de pays africains qui parlent le français. D'un point de vue décolonial, on doit considérer que ce n'est pas normal d'exporter sa langue tout en refusant que l'arabe, par exemple, puisqu'il y a une grande polémique sur l'arabe, tout en refusant d'enseigner l'arabe en France normalement. C'est-à-dire que la France, elle veut exporter sa langue partout dans le monde pour rayonner, parce que c'est partie de sa puissance, mais elle refuse qu'une langue comme l'arabe soit enseignée en France. Il y a des grandes polémiques où on explique aujourd'hui, et je me demande dans quelle mesure ils ne se rendent pas compte du ridicule de la situation, on nous explique qu'il y a un danger de communautarisme lorsqu'on enseigne l'arabe. Ça, c'est pas possible d'accepter ce genre de discours. Et à la limite, si on allait au bout de la logique, on pourrait accepter que la France refuse l'arabe. On pourrait l'accepter. Mais le contrat, c'est qu'elle arrête d'exporter le français. Et là, on est dans une situation où, parce qu'elle est dans un rapport de pouvoir favorable, elle exporte sa langue, mais elle refuse d'être souillée par les langues non européennes ou non occidentales. Parce qu'évidemment, le débat sur l'arabe ou sur d'autres langues du tiers-monde ne pourrait pas avoir lieu concernant l'anglais, concernant l'espagnol, concernant l'allemand. Donc ça veut dire qu'il y a des langues supérieures qui, elles, ne sont pas communautaristes, mais il y a des langues inférieures, l'arabe, le berbère, le wolof, qui, elles, souillent l'identité française. Et ça, il me semble, encore une fois, que d'un point de vue... Et là, je parle vraiment très simplement, du simple. Je ne vais pas faire appel à la grande philosophie, c'est le bon sens. Du point de vue de notre dignité à tous, on ne peut pas accepter ce genre de postulat. On ne peut pas accepter qu'il y ait des langues supérieures, des langues inférieures. On ne peut pas accepter qu'il y ait des religions supérieures, des religions inférieures. On ne peut pas accepter qu'il y ait des cultures supérieures, des cultures inférieures. Ça, c'est le b.a.-ba de l'approche décoloniale. Donc, de mon point de vue, et du point de vue de l'organisation à laquelle elle appartient, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on essaye de promouvoir la pensée politique décoloniale. Pour nous, il s'agit de mettre fin, tout simplement, à l'hégémonie occidentale sur le monde. La France est un des rouages de l'hégémonie occidentale, et un projet politique tel que nous portons, c'est un projet qui dit une égale dignité de tous, de tous les êtres humains sur Terre. Il n'y a pas de blanc supérieur et de non-blanc inférieur. Il n'y a pas de culture supérieure, il n'y a pas de culture inférieure. Tout le monde est à égalité. Eh bien, une approche comme celle-ci, qui, je suis sûre, bon, je pense que tout le monde ici considère que
du point de vue de la dignité humaine, c'est tout à fait normal de considérer que toutes les cultures se valent. C'est ce que j'ai dit dans mon livre. Eh bien, lorsqu'on dit ça, en France, on est subversif. Lorsqu'on dit ça en France, c'est qu'on n'aime pas la France. Lorsqu'on dit ça en France, c'est qu'on est raciste anti-blanc. Donc ça, c'est des accusations contre nous. Ça fait à peu près, vraiment, hein, à peu près une dizaine d'années qu'on subit ce genre d'attaque de racisme anti-blanc. Alors je sais pas si les gens ici me connaissent, mais moi par exemple, j'ai été attaquée en justice pour racisme anti-blanc, pour ce genre de propos. Hein. J'ai été traînée pendant 6 ou 7 ans devant les tribunaux. Bon, j'ai gagné tous les procès, mais il n'en reste pas moins que dire ce genre de banalité qu'on a entendu entre nous au niveau du débat français, c'est très subversif. Tout simplement parce que la France, c'est un pays qui domine la planète, enfin le monde depuis environ 400 ou 500 ans. Et que arriver avec une vision décoloniale qui consiste à dire on refuse ça, c'est pas normal, eh bien aujourd'hui on est traîné devant les tribunaux pour ça. Alors il se trouve que depuis quelques décennies, la France, comme beaucoup de pays européens, comme les pays occidentaux de manière générale, vivent le début de leur déclin. Si on reprend un peu la chronologie historique, il y a eu la colonisation qui a duré, la colonisation du monde, hein, qui a commencé avec la découverte la dite découverte des États-Unis, enfin de l'Amérique, qui n'a jamais été une découverte, hein, parce que ceux qui y vivaient la connaissaient déjà, donc il n'y a pas eu de découverte de l'Amérique. Il y a beaucoup d'autres civilisations, et paraît-il les Chinois avaient déjà découvert l'Amérique, mais bon, ça c'est pas importe, c'est une parenthèse. Mais depuis cette fameuse découverte, depuis le début de ce qu'on appelle la traite négrière, la traite atlantique, depuis le premier génocide des Indiens, depuis la colonisation du monde par les Européens, eh bien, il y a eu ce grand mouvement qui nous amène jusqu'aux années 60, jusqu'aux années 40-60, et ensuite il y a eu les mouvements de décolonisation. Donc il y a eu le grand mouvement de colonisation du monde, le moment de la décolonisation avec l'indépendance, notamment armée de l'Algérie. Après ce moment-là, il y a eu, de la part des Occidentaux, la volonté de poursuivre le projet colonial sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais abandonné ni le Maghreb, ni l'Asie, ni l'Afrique, et que ce système s'est métamorphosé en ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est-à-dire que la France, tout en étant partie, c'est-à-dire qu'elle a fait partir les colons, surtout de l'Algérie, elle a poursuivi le projet colonial sous d'autres formes, militaires, économiques et politiques. Ça s'est passé après les années 60, c'est ce que nous on appelle la contre-révolution coloniale. Et bien depuis cette période-là, depuis quelques décennies, on voit apparaître d'autres forces, d'autres pays qui émergent. C'est-à-dire qu'en fait, le bloc occidental qui a dominé pendant des siècles, il est concurrencé par la Chine notamment, mais par l'Iran, par d'autres puissances nationales, enfin des puissances régionales. Mais également, il y a ce phénomène-là, mais aussi le phénomène des peuples qui refusent de se soumettre. Le moment des indépendances, ça a été un moment où les peuples ont refusé la soumission aux puissances coloniales. Donc il y a eu la résistance des peuples. Mais dans la période de la contre-révolution coloniale, c'est-à-dire après les années 60, eh bien, les peuples eux-mêmes n'ont jamais cessé de vouloir s'émanciper, et c'est ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les révolutions arabes. Eh bien, entre, d'un côté, la concurrence des autres nations, des autres puissances, et la résistance des peuples, eh bien, on a un Occident qui s'affaiblit, et qui gagne rarement ses guerres. Alors il veut rétablir, soi-disant, la démocratie en Irak et je ne sais où, en réalité il ne rétablit rien du tout, et il s'affaiblit même.
Donc on est devant, globalement, de manière très tendancielle, on est devant un affaiblissement de l'Occident. Et nous, on est à l'intérieur de cet Occident qui s'affaiblit et qui décline. Je considère pour ma part, si on veut mettre fin à l'impérialisme occidental, je considère que c'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est que la phase du déclin, elle est dangereuse. Pourquoi ? Parce que les peuples occidentaux, peuples européens, ont eu l'habitude de dominer. Et ils ne savent pas ce que c'est que être des peuples parmi les autres. Et le déclin, il est dangereux au sens où, comme vous le voyez tous, le déclin crée un phénomène qui est la montée des extrêmes droites. La montée des extrêmes droites n'est que l'expression de la volonté d'une partie des peuples, pas les peuples en entier, pas tous les Français, mais des parties significatives des peuples européens, qui veulent garder leur hégémonie de race, de la race blanche. Et c'est précisément parce qu'ils sont en déclin qu'ils réagissent et qu'ils veulent se maintenir comme race supérieure. Et ça s'exprime à travers les extrêmes droites et le fascisme. Et ça s'exprime également à travers l'élection de Trump. Parce que l'élection de Trump aux États-Unis n'est ni plus ni moins que la réaction des Blancs qui ne veulent pas décliner, qui veulent rester des puissants. Donc nous, les non-blancs, ceux qui viennent des pays du tiers-monde, on vit à l'intérieur de cette nation vieillissante qui vit une espèce, d'ailleurs depuis quelques années, je suppose que vous l'avez tous remarqué, les affaires sur le voile. La nostalgie coloniale à travers la loi du 23 février qui dit que l'œuvre française est positive. Tout ça, ce sont des expressions de la volonté de certains de continuer le projet colonial. Or nous sommes à l'intérieur et nous sommes les victimes. Nous sommes les victimes, puisque l'islamophobie, le racisme anti-noir, la homophobie, l'ensemble de ces racismes-là, ne sont ni plus ni moins que l'expression de cette bataille idéologique. Il serait faux de croire que c'est simplement une haine de l'islam comme ça. Non. On ne peut pas comprendre l'islamophobie et la haine de l'islam sans comprendre la phase géopolitique dans laquelle on se trouve. Je pense pour ma part que c'est un moment dangereux. Et que la prise de pouvoir dans les années qui viennent dans les pays européens par des formations d'extrême droite n'est évidemment pas à exclure. Or, il se trouve que dans le champ politique français, on constate qu'il y a peu de résistance. Alors qu'il y a une espèce de gauche qui semble être effrayée par l'extrême droite, à juste titre, mais qui participe en même temps de la diabolisation des musulmans. Donc qui joue objectivement le rôle de l'extrême droite. Ce qui signifie, et tout à l'heure on en parlait, je ne sais pas avec qui, Naguib, qu'il est urgent de nous organiser. Il est urgent de devenir des forces politiques dans les pays dans lesquels, je redis ce que je disais au départ, on ne veut pas s'intégrer ou on veut inventer d'autres formes politiques. Il est urgent de comprendre la nécessité et l'urgence de nous organiser de manière autonome, c'est-à-dire de ne plus faire confiance à la gauche, puisque la gauche, depuis les années 80 et depuis la marche pour l'égalité, nous a beaucoup déçus, elle nous a beaucoup instrumentalisés, elle nous utilise, n'est-ce pas? Et donc il s'agit de comprendre qu'il faut qu'on défende nos propres intérêts, qu'il ne faut pas compter sur des tuteurs, la gauche habituellement, mais pas pour autant, c'est pas parce qu'on n'a pas confiance à la gauche qu'il faut faire confiance à la droite, à l'extrême droite. Parce qu'il y a aussi ce mouvement où on croit qu'il faut s'allier avec la droite et l'extrême droite, qui font exactement pas, qui historiquement ne nous ont pas trahis, puisqu'en fait nous on a cru que nos amis c'était la gauche, alors qu'aujourd'hui on commence à nous réveiller de cette illusion. Certes, la droite et l'extrême droite ne nous ont jamais fait ce genre de propositions, mais pour autant, je peux vous dire qu'ils ne travailleront jamais pour nos intérêts. Donc, nous ce qu'on pense, c'est qu'il est urgent de réfléchir à des alternatives politiques, de réfléchir à la question des rapports de force, de réfléchir à la question de la construction de contre-pouvoirs. Ce sont des propositions qui ont déjà été faites.
Tariq Ramadan avait déjà fait ce genre de proposition. Les organisations musulmanes en France, il y en a certaines qui font ce genre de proposition. Les organisations issues des quartiers populaires, il y en a un certain nombre qui font ce genre de proposition. Donc le Parti des indigènes fait partie des organisations qui pensent qu'il faut nécessairement nous organiser politiquement de manière autonome. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher nos alliés dans le champ politique, parce qu'il va falloir chercher nos alliés, on est minoritaire. Donc face à l'adversité, il faudra de toute façon qu'on trouve nos alliés dans le champ politique, mais jamais sans l'autonomie, parce que nous sommes des héritiers, nous avons une histoire, il nous faut faire des bilans, et nous savons par exemple une chose qui nous a été apprise par Abdelmalek Sayad, pour ceux qui connaissent, un grand sociologue algérien. Abdelmalek Sayad nous a appris la chose suivante: exister, c'est exister politiquement. Il n'y a pas d'autre forme d'existence en France. Dans n'importe quelle société, exister, c'est exister politiquement. Et exister politiquement, ça signifie exister à travers la construction de rapports de force. C'est ça que ça signifie. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mon désaccord porte sur le fait que, alors c'est un désaccord à moitié. Les musulmans aujourd'hui, et ceux qui sont d'origine maghrébine, sont les principales cibles des attaques médiatico-politiques, c'est-à-dire à travers la critique de l'islam, qui est une critique constante. Et c'est vrai qu'on est vraiment le cœur de cible, ça je suis tout à fait d'accord. Il n'en reste pas moins que le racisme républicain, il agit différemment en fonction des communautés. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Celui contre les Maghrébins est extrêmement visible, c'est clair et net, il est médiatique et il est surtout très médiatique. Et surtout, il y a des lois, comme la loi de mars 2004, la loi sur le voile, de mars 2004, qui inscrit la discrimination de manière officielle contre les musulmans. Les Noirs, on peut pas aujourd'hui, personne ne peut dire les Noirs sont inférieurs, ce genre de choses. Hein. Il n'y a pas un discours public qui dit ça. En revanche, les Noirs sont extrêmement discriminés au travail, ça c'est les chiffres qui nous le disent. Et en même temps, de la même manière pareil que les Maghrébins, ils sont très représentés en prison. Ça signifie que vraiment, les Noirs sont particulièrement visés par le racisme républicain, particulièrement discriminés, pas de la même manière, pas avec les mêmes discours, mais dans les faits, ils sont extrêmement discriminés. Et j'ajoute que le racisme anti-noir est un racisme particulier dans la mesure où il méprise profondément les Africains. Les cultures et les identités africaines sont vraiment, vraiment méprisées au point qu'on considère que le racisme républicain considère qu'ils n'ont même pas de culture. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part dans l'islamophobie, il y a une reconnaissance de l'existence d'une civilisation mauvaise, certes, mais elle existe en tant que telle, on la reconnaît. C'est-à-dire que les Français, les Américains reconnaissent qu'il y a quelque chose, une civilisation qui s'appelle l'islam, qui est évidemment est archaïque, qui évidemment est diabolisé, tout ça on est d'accord. Mais il y a quelque part la reconnaissance de l'ennemi. Dans le cas des Noirs, par exemple, on ne reconnaît même pas qu'ils ont une culture. Donc là, vous comprenez que, du point de vue des Noirs eux-mêmes, c'est un énorme mépris. Je dis simplement que il y a et j'ajoute le mépris, enfin le racisme anti-Rome, qui a aussi sa propre logique, qui agit également de manière différente. Le tout, ce sont des racismes d'État. Le tout, ce sont des racismes républicains, mais chaque racisme agit de manière différente. Et je me garderai bien de hiérarchiser. Monsieur, sur la question de, je ne sais pas si vous avez appelé ça, le judéo-maçonnisme. Quelques précisions. Le sionisme est une idéologie récente, qui a à peu près un siècle. Alors que la colonisation du monde, elle date de 300 ans avant. La franc-maçonnerie, c'est une... Oui, mais on doit respecter l'histoire. Ouais. Et alors moi, je suis d'accord pour dire que ce que vous appelez les valeurs de la France à travers le christianisme, personne ne remet en cause le fait que le christianisme a structuré l'identité française. Et que ça fait partie de l'histoire de France, c'est pas de problème, et personne ne le renie et personne ne remet ça en cause. On dit simplement qu'il y a d'autres identités qui aujourd'hui font partie de l'identité française et qu'il faut les reconnaître. Ça, c'est une chose. La Révolution française. Mais on peut pas mettre sur le dos du sionisme le fait colonial en tant que tel et le fait impérialiste en tant que tel. Le sionisme, de notre point de vue, est né des entrailles de la modernité occidentale
et que c'est pas lui qui précède. Non, c'est ça. C'est pas lui qui précède la colonisation, il fait partie intégrante du système impérialiste. Mais la franc-maçonnerie, elle date du Moyen-Âge. Mais ça comment dire, ça conduit à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que... J'ai aucun avis sur la franc-maçonnerie, j'ai un avis sur le sionisme. Oui, mais c'est pareil. Non, mais sur le sionisme, donc je disais, prenons l'exemple par exemple des évangélistes américains, ce sont des chrétiens, et ils sont sionistes. D'accord? Donc on n'est pas, on vise une idéologie politique. Les religions, pour nous, c'est quelque chose à part. Mais en revanche, le sionisme comme idéologie politique, comme colonialisme, évidemment, il faut le combattre, et nous sommes anti-sionistes. Mais on ne met pas le sionisme avant, si vous voulez, comme moteur principal de l'impérialisme. Mais comme ennemi radical, par contre. Crémieux, c'était qui, Crémieux? C'était la France. Ouais, mais c'était quoi, Crémieux? C'était la République française oui, coloniale. Oui, c'était un quoi? C'était le décret. Ah bah c'était Vous dites le décret Crémieux, mais Crémieux, c'était un quoi? Un Chinois, un Portugais? Je crois que c'était un Français. Ouais, mais et quand tu vas chercher plus loin, c'était un Français? Oui, d'accord. L'administration, c'est pas... C'est l'administration française. Oui, mais c'est pas... Oui, mais c'est... qui va structurer un système. Alors, on dit le décret Crémieux, mais Crémieux, c'est exactement, voilà, entre guillemets, Enrico Macias, si vous n'avez pas compris. Oui, Enrico Macias. Non, mais Enrico Macias, c'est un colon. C'est quelqu'un qui est devenu un colon. C'est la même, comment dire, c'est la même ethnie, si vous voulez comprendre. Et c'est pour ça que... Non, vous voulez dire la même religion. On ne va pas faire un monologue, un dialogue, ceci. Ici, c'est... Non, mais c'est pas un problème, non. Non, mais c'est pas... Oui, on a le droit, mais s'il nous reste un peu de temps... Non, mais c'est juste... Non, mais juste pour... Je veux quand même aller jusqu'au bout de votre logique. Les Saoudiens sont des musulmans. Ah ouais, mais c'est des wahhabites. Oui, d'accord. Oui, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant et important pour nous, c'est quel est le système politique sur lequel ils s'engagent. Leur identité politique, c'est ça qui compte pour nous. Parce que à ce moment-là, je veux dire, les Saoudiens, pour moi, ce sont des ennemis. Les Saoudiens. Oui. Des ennemis. Oui, mais c'est qui je parle de l'État. Ce sont des ennemis. Et pourtant, ce sont des musulmans. Pourtant, ce sont des musulmans. Donc, la religion, dans cette affaire, n'a strictement rien à voir. C'est qui ils sont, quel projet politique ils défendent. Voilà. Je pense que c'est toujours important de revenir aux causes structurelles du pourquoi on est comme ça. Pourquoi vous n'avez fait que 1%? Pourquoi on n'est pas assez investi? Pourquoi t'as dit tout à l'heure? Les causes structurelles du manque d'investissement, il faut quand même qu'on se le dise, c'est qu'on a été exclu de la politique. Ça, c'est la première raison. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se croit pas légitime à faire de la politique dans le sens où on est élevé comme si on était des invités dans ce pays. Si on ne se croit pas parfaitement chez nous, si on ne croit pas à notre légitimité à transformer la France, si on ne croit pas à notre légitimité à faire de la politique, eh bien effectivement, le résultat il est qu'on est marginalisé dans la politique et qu'on ne va pas spontanément agir et s'investir. Or, notre marginalisation, elle a été cultivée. Elle a été cultivée. C'est-à-dire qu'en fait, le ghetto, les quartiers, la banlieue, c'est pas simplement un espace géographique, c'est un espace d'exclusion politique. Or, le système de ce pays, c'est qu'on ne fait de la politique, nous, si on veut en faire, que parrainer. On a le droit d'en faire si on est sous les ailes du Parti Socialiste. On a le droit d'en faire si on veut bien être un animateur social au service du Parti Communiste. D'accord? Et effectivement, le résultat, et c'est un résultat qui a des effets psychologiques, c'est qu'on devient légitimiste. Au sens où, vous le dites, vous avez créé une association bigarrée, enfin une liste. C'est juste que je disais que, je reviens sur cette histoire on est plutôt légitimiste au sens où on va spontanément voter, même quand il y a une liste autonome, ça c'est un constat qu'on fait à l'échelle nationale. Quand il y a une liste autonome qui se crée, spontanément, on va malgré tout voter PC, voter socialiste ou je sais pas quoi. Ça, c'est la réalité. À tel point que, je vous donne l'exemple de la ville de Bobigny, aux dernières municipales, pas aux dernières municipales, les municipales d'avant, il y a un groupe qui s'est constitué en liste complètement autonome, du coup ni PS, ni droite, ni quoi que ce soit. Effectivement, les gens n'ont pas voté pour eux, alors c'était des gens de la ville, etc. Ils ont préféré les autres. Du coup, ils ont été tellement aigris, ils se sont dit, voilà, on fait des efforts, on dit qu'on veut exister par nous-mêmes, etc. Et personne ne vote pour nous. Donc, ils ont été tellement aigris que,
aux dernières élections municipales, ils ont fait alliance avec l'UDI. Et là, ils ont gagné la mairie. Donc, alors aujourd'hui, je crois qu'ils le regrettent parce que l'UDI fait une politique d'UDI, justement, donc pas terrible pour la gestion de la mairie. Donc, ils ont dégagé le Parti communiste, qu'ils ont sûrement eu raison de dégager pour des raisons qui les regardent. Mais toujours est-il que cette alliance-là, qui était due notamment à une aigreur passée, donc ils ont fait des alliances avec l'UDI, bon bah voilà, le résultat il est là. Donc ça, je suis d'accord sur le fait que c'est pas facile. C'est pas du tout facile, et qu'on a beaucoup de travail, mais me semble-t-il que malgré tout, la voie de l'autonomie, si on veut pas tomber de notre lit, constamment et tout le temps, si on veut pas tout le temps se verser d'illusions, à mon avis, c'est quand même la voie la plus digne, me semble-t-il. Ensuite, vous avez posé une question sur les nouveaux hackis, en fait, hein. C'est ceux qui vont à la télé et qui déblatèrent, etc. Politiquement incorrect. Oui, c'est les nouveaux Bachaga Boalem, ceux qui œuvrent contre la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, ils entendent, et en fait, ils délivrent un discours qui plaît à Finkielkraut, pour aller très vite, et à Caroline Forest, voilà, et qui est contre nous. Bon, alors ça, là-dessus, ma position, elle est extrêmement simple. Elle revient encore aux raisons, à des causes structurelles. Les causes structurelles, c'est qu'un corps social faible, il produit toujours des vendus. Toujours. Ça, c'est les corps sociaux qui sont faibles comme les nôtres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'organisation politique qui sont très fortes, on n'est pas ancré, économiquement on est faible, donc le pouvoir, il nous achète avec un plat de lentilles. C'est tout. Et lui, il a des positions qui fait que un Roloto, n'importe lequel, il arrive, on lui propose un plat de lentilles, on lui dit tu vas devenir représentant, tu vas passer à la télé, tu vas devenir une personne médiatique, mais la condition c'est que tu aies un discours laïca, anti-voile, républicain, sioniste, etc. etc. C'est facile, non mais je veux dire, c'est très facile pour le pouvoir qui est en position de pouvoir, comme son nom l'indique. Donc ça pour moi c'est quelque chose de tout à fait normal, et je pense qu'il faut être indifférent, il ne faut pas se rendre malade, parce que c'est quelque chose de naturel, je le répète, quand on est un corps social faible. Maintenant, ce qui se passe à la télé n'est pas ce qui se passe dans la réalité sociale. La réalité sociale, elle est faite de gens comme vous et moi, qui refusons cette indignité. Parce que je vais vous dire une chose, en réalité, ils ont du mal à trouver ce genre de personnes. Ils ont du mal, ils les trouvent pas si facilement. Il y a beaucoup de gens qui de plus en plus ont un mal fou. Je veux dire, les organisations politiques, elles ont vraiment, il ne faut pas croire que c'est facile pour eux de trouver des représentants, des musulmans ou des noirs, etc., qui jouent vraiment le jeu. Ils n'en ont pas tant que ça. Et en fait, la réalité sociale, elle est beaucoup plus contradictoire que ça, et je pense que dans notre réalité, les gens sont plutôt relativement dignes. Mais surtout, je pense qu'il faut comprendre que c'est le jeu médiatique, et que on ne pourra pas y couper. Il va y avoir, dans les années qui viennent, on va être confronté à ça d'une manière ou d'une autre. Donc là, il faut quand même voir qu'aujourd'hui, il y a quand même de nouveaux représentants dans la sphère du militantisme. Je pense à Marwan Mohamed, du CCIF. Il est arrivé là où il est, avec un vrai travail sur le terrain, et il ne lâche rien sur les principes de la lutte contre l'islamophobie. Là, par exemple, on n'est pas du tout, c'est pas un Malek Bouti, c'est pas une Fadel Amara. Il y a des gens comme ça, il faut reconnaître, il y a des gens comme ça, il y en aura de plus en plus. Et en réalité, pourquoi aujourd'hui il y a un Marwan Mohamed? Parce qu'il y a eu toutes les luttes qui ont précédé, parce qu'on s'organise, parce qu'aujourd'hui le CCIF il représente 10 000 adhérents, voire entre 10 000 et 15 000 adhérents, et qu'aujourd'hui il y a une base sociale qui soutient un Marwan Mohamed, qui fait que Marwan Mohamed, aujourd'hui, il est obligé, même s'il avait des velléités personnelles à vouloir trahir, ce que je ne crois pas parce que je le connais personnellement, il y a une base sociale qui va l'empêcher. Parce que si demain, il recule sur la lutte contre l'islamophobie, il va se faire tirer les oreilles par ceux-là même qui adhèrent au CCIF. Vous comprenez? D'où la nécessité de l'organisation et d'une vraie base sociale. C'est-à-dire que Fadel Amara, la différence avec Marwan Mohamed, c'est qu'elle n'a pas 10 000 personnes derrière elle. Elle a juste le pouvoir et le Parti Socialiste. Ce qui n'est pas la même chose. Donc voilà, c'est à mon avis une différence de nature. Il faut, d'un côté, comprendre que le système, il marchera toujours avec des gens comme ça, avec des traîtres, toujours, mais que nous, on doit s'en foutre. Voilà, on passe à côté et on fait notre travail d'autonomie. Autre chose que vous disiez, vous parliez du sport. Et on doit refuser l'idée que la réussite, c'est que par le sport. Alors évidemment,
Et la et la musique. Alors évidemment, c'est vrai. Évidemment que... Évidemment que on doit exister socialement par plein de biais, que la réussite, d'abord que ce genre de réussite sportive ou dans la musique ou dans les arts, elle est exceptionnelle. Mais j'attire quand même votre attention sur une chose. C'est que même ceux qui réussissent dans le sport, Benzema, il se fait exploser. C'est-à-dire que là où il est, non mais attendez, c'est pas n'importe quoi. Moi je m'en fous du sport, je m'en fous de Benzema, je m'en fous de ses millions, c'est pas mon affaire. Il n'en reste pas moins que c'est un sujet postcolonial. D'accord? Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a les Européens, les Italiens, les Polonais, etc. qui s'intègrent, etc. qu'on laisse s'intégrer, et il y a nous. Benzema il fait partie du nous, qu'on le veuille ou non. Même avec ses millions. Il fait partie du nous. Eh bien Benzema, là où il est, on lui en veut parce qu'il ne veut pas chanter la Marseillaise. Il a le droit de pas. C'est-à-dire, c'est une liberté, on nous parle de la liberté d'expression. On a le droit d'être ce qu'on veut. Moi, si j'étais lui, je ne chanterais pas la Marseillaise. Moi, je m'en fous à la limite Rassaman, mais pas la Marseillaise. Eh bien, la Marseillaise, il doit la chanter, c'est-à-dire qu'en fait, il doit se soumettre au dogme républicain pour être accepté, alors que n'importe quel autre joueur de foot, en fait, même, je veux dire, d'autres, pendant Platini, et il y a eu des images de l'époque où Platini et tous les autres étaient des grands footballeurs, qui ne chantaient pas la Marseillaise. Platini, c'est Platini, mais lui, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Excusez-moi du mot, ça veut dire c'est un bougnoul. C'est ce que ça signifie. Donc il doit se soumettre. Et le fait qu'il ne se soumette pas, alors que par ailleurs, il est complètement dans le système. Moi je pense que Benzema est complètement dans le système. Avec ses millions, etc., ses Ferrari, je sais pas quoi. Complètement dans le système. Mais, cette dimension de sa personnalité, qui consiste à dire, ce que j'appelais tout à l'heure, j'ai ma dignité, je suis moi, je sais d'où je viens d'un quartier de Lyon. Moi je suis un Algérien d'origine, etc., je suis musulman. Juste ça, il n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'en fait, il doit se soumettre. Donc bien entendu, parce que je suis tout à fait d'accord que c'est pas la réussite par le sport, etc., c'est pas ça, et que nous, on ne doit pas viser ça. D'accord? Moi, d'abord, ce que je crois qu'on doit viser, c'est même pas la réussite. C'est-à-dire la réussite, je sais même pas. Je crois que c'est même cette réussite-là, je crois que ça fait partie des valeurs de l'Occident capitaliste. Je sais même pas s'il faut vraiment réussir. Moi, je pense qu'il faut être nous, être digne, vivre dignement, solidairement, voilà. Moi je pense que c'est ça la réussite dans la vie. C'est de rester des humains avec un cœur et avec des qualités morales et éthiques. Moi c'est ça que je crois que c'est ça pour moi la réussite. Je m'en fous du reste. Mais j'ai eu un applaudissement, j'ai entendu. Applaudissez. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, on atteint les limites de la réussite avec le cas Benzema. C'est pas une réussite. Non mais on peut dire que c'est une réussite, peu importe. Peu importe. Je veux dire, pour eux c'est une réussiite et je dis qu'on atteint les limites avec Benzema. Mais c'est plus compliqué que ça, Benzema. Non mais, du corps, je dis, j'ai commencé par vous dire que je l'aimais pas. Non, c'est dans le système. C'est le cas. Ouais, mais il est complexe le cas. Le cas Benzema, il est complexe. On veut pas juste ne pas chanter la Marseillaise. Non, mais non, parce que. On veut pas juste ça. Non, parce que il y en a d'autres qui sont des mafieux qui ont fait des conneries comme c'est pas lui. juste la Marseillaise. Oui, mais il y en a d'autres qui ont fait des conneries. Il y avait les joueurs de handball, les deux frères, etc. C'est des mafieux, etc. On fait pas les mêmes affaires contre eux. Il y a un traitement spécifique. Voilà, je sais pas qui, bon, je connais rien de ces histoires, mais j'ai entendu parler de ces histoires de fous, quoi. Et l'offensive contre Benzema, elle est unique, elle n'a rien à voir avec les autres. Vous voyez? Et j'ajoute encore une chose. Quand on fait des sondages sur les personnalités préférées des Français, moi je me souviens parce qu'il y a plein de gens qui disent, vous voyez bien que les Français sont pas racistes parce que les sondages ils disent qu'ils préfèrent Yannick Noah, Zinedine Zidane et Omar Sy. Bon, pourquoi ils aiment ces trois-là? Parce qu'il faut s'interroger. Ils n'ont pas dit Marwan Mohamed, ils n'ont pas dit Tariq Ramadan. Ils ont dit Omar Sy. Pourquoi? Parce qu'il fait un film où c'est un noir qui fait son bouffon, excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il faisait dans le film, mais il s'occupait d'un vieux et bon, C'était de banlieue, ça. voilà, il dansait, etc. Zidane, il a été lisse toute sa vie, il n'a jamais fait la moindre revendication, en tant que musulman, en tant que kabyle, en tant que ce que vous voulez, jamais. Il est vraiment cadré, donc en fait il plaît. Et puis le dernier c'est qui? Noah, bah pareil, Saga Africa, c'est normal qu'on les aime ceux-là, c'est des soumis. C'est-à-dire qu'en fait,
On les aime, ils sont en haut des sondages parce que c'est exactement ce qu'on attend de nous, la soumission. C'est ça qu'on attend de nous. Et moi, je dis depuis tout à l'heure que on ne peut pas se soumettre, que notre projet, c'est un projet de dignité. Voilà. Et qu'ils doivent nous aimer ils doivent nous aimer. Moi, je pense qu'il faut rechercher l'amour des autres. C'est pas le problème. Mais nous, en gardant notre dignité. Voilà, c'est tout. Donc, je prends mon exemple. Hein. Moi, par exemple, je suis le diable en personne. Parce que je veux pas. Moi, je suis antisioniste et je suis antisioniste. Je suis contre le racisme structurel. Je défends les musulmanes et les musulmans, la dignité, le droit de parler notre langue, etc. Bah pour ça, quand on dit ça, qui pour moi est simplement l'œuvre et l'expression d'une résistance culturelle, identitaire, et c'est la dignité, ça plaît pas. Vous comprenez qu'on est là. Et ça, c'est pas possible de se soumettre à ce point-là. Donc, effectivement, ils aiment ceux qui se soumettent. Et ça, c'est pas notre projet. La responsabilité des parents, il y a quelqu'un qui posait la question de la responsabilité des parents, là aussi c'est une question intéressante, simplement il avait l'air de dire que nos parents ne nous ont pas dit que c'était de l'histoire passée, l'histoire de l'indépendance et de la colonisation, mais là c'est d'une certaine manière c'est mettre la responsabilité d'un problème social majeur sur le dos de nos parents qui étaient de simples ouvriers. Nos parents, ils ont fait à mon avis, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu. Ils nous ont même donné des héritages culturels identitaires, ce qu'ils ont pu, en tout cas ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et là encore, on ne peut pas se permettre de déplacer la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. S'il y a aujourd'hui un désordre social, et plus qu'un désordre social, il y a même... il y a quasiment... On rentre dans le chaos social, oui, on rentre dans quelque chose qui pourrait s'appeler le chaos social. Il me semble que c'est d'abord dû à des politiques publiques. Des politiques publiques qui existent depuis 30 ou 40 ans. La politique de la ville, c'est pas nos parents. C'est pas nos parents qui ont voulu vivre dans des ghettos. C'est pas nos parents qui ont conçu les HLM. C'est pas nos parents qui ont conçu des écoles à double et à triple... des écoles de seconde zone. C'est pas nos parents qui font des écoles de 40 élèves par classe. Justement, ils ont subi. Ils ont subi. Et notre génération, justement, se révolte. Et donc, précisément, elle se révolte à juste titre. À juste titre. Mais par contre, elle se révolte, mais sur le terrain, de notre point de vue, il manque des organisations capables de canaliser la révolte et de lui donner un sens politique. Vous voyez? Et c'est ça qui manque sur le terrain. Alors, je vous donne... alors, je ne sais pas si vous avez lu Frantz Fanon. Peau noire, masque blanc. Il expliquait déjà dans les années 60, c'est quand même vieux, il expliquait justement l'aliénation de l'indigène, où il expliquait que celui qui veut donner des preuves, celui qui veut plaire à son maître, il doit être plus radical que les autres, plus royaliste que le roi. Dans la police française, quand il y a des Noirs et des Arabes qui rentrent dans la police française, et tout le monde le constate, ils sont plus durs que les autres. Voilà, ils sont plus durs parce qu'ils doivent faire leur preuve qu'en tant que Noirs et Arabes, ils n'auront pas de pitié pour les leurs. Tout à fait. Voilà. Et ben, cette dame-là, dans l'administration française, dans le cadre d'un moment, c'est-à-dire on est dans un moment politique aujourd'hui, où il y a des débats nationaux sur le fait que enseigner l'arabe, ça amène quasiment au djihadisme. Oui, d'accord. Pourquoi oui. Mais le contexte, ce que je veux dire, c'est que le contexte politique, il est celui-ci. Elle est dans ce contexte politique. Et c'est une indigène dans l'administration française. Eh bien, elle doit faire comme la police, comme les Noirs et les Arabes police, elle doit être plus royaliste que le roi. C'est tout, ni plus ni moins. Donc, encore une fois, je vous invite simplement à ne jamais oublier les structures. Parce qu'on a trop souvent l'habitude, quand on le revient, de dire « Oui, mais nous, on est comme ça. Oui, mais nous, on est mauvais. Oui, mais nous... » Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas... Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais, quand on parle politiquement, quand on est sérieux, on est obligé de toujours en revenir aux raisons structurelles qui fait qu'on est là. On est un corps social faible. Et ça veut dire qu'on n'a pas de pouvoir politique, économique ou social. Et à partir de là, ce genre de cas de figure, il est très répandu. Et on le rencontrera toujours. Et on dirait comment ça se fait, c'est des Noirs et des Arabes qui nous mettent des barrières à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'on est dans un système. On est dans un système. Justement, ce qui manque dans ce que vous dites, c'est la question du pouvoir et du rapport de force. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut faire tout ce que vous avez dit. Il faut exister. Mais la question qu'on refuse de se poser, et à mon avis, qui
pose également la question de notre courage à nous, c'est est-ce qu'on comprend qu'il faut, pour arriver là où vous dites, créer des rapports de force en notre faveur, c'est-à-dire penser la question du pouvoir. Penser la question du pouvoir. C'est ça le pas qu'il faut qu'on franchisse. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on arrête de penser associatif dans notre tête. On a été formé par l'État français à devenir des acteurs associatifs. Il faut qu'on devienne des acteurs politiques. C'est ça notre défi pour arriver là où vous êtes. Et donc comment faire? Vous dites, madame, Nejla, comment faire? Ouais. Alors justement, comment faire revient à la question qui a été posée par le jeune homme de Bobigny tout à l'heure. Alors c'était intéressant ce que vous avez dit. Alors d'abord parce que vous avez parlé de la question du rapport de l'islam avec la municipalité. La question qui est sous-tendue par tout ça, c'est la question de l'indépendance du culte musulman. D'accord? Parce que notre problème en France, c'est que l'islam est sous tutelle. D'accord? Et donc il faut penser à la question de l'indépendance du culte. Mais ça, c'est un combat politique. Ça ne va pas nous tomber comme ça. Parce que l'État français n'a aucun intérêt à faire en sorte que l'islam devienne indépendant. Parce que ça représenterait un contre-pouvoir, évidemment. On comprend très bien, moi j'ai vécu l'affaire du voile. J'ai été dans les collectifs qui ont milité contre l'affaire du voile. On a souffert de quoi à ce moment-là? Du fait que les mosquées, elles étaient contrôlées. Parce que si elles n'étaient pas contrôlées, tous les imams auraient dit, ben, on ne veut pas de cette loi. Mais comme elles étaient sous contrôle, ce qui est terrible, c'est qu'on s'est retrouvé en une petite poignée d'arabo-musulmans avec l'extrême gauche. Vous vous rendez compte? Alors qu'en fait, les mosquées peuvent mobiliser des milliers et des milliers de gens. Et si elles avaient été libres, la loi ne serait jamais passée. D'où l'intérêt pour l'État de mettre l'islam sous tutelle. D'accord? Donc c'est un combat politique. C'est un combat politique donc, qui rejoint ce que disait madame, mais donc la question qu'on doit tous se poser, c'est comment s'organiser politiquement. Et donc là, et ça c'est une chose à laquelle je suis tout le temps confrontée, monsieur a terminé en disant il nous faut une force politique. Bien. Eh bien moi je suis en train de vous dire que nous, Organisation des indigènes de la République, Parti des indigènes de la République, nous sommes une organisation politique. Mais vous ne la voyez pas. Vous avez dit, et moi partout où je vais, j'arrive en tant que Parti des indigènes de la République, ça veut dire qu'on fait de la politique, et on a des gens comme vous qui viennent et qui parlent, alors que c'est moi qui interviens, qui nous disent il nous faut un parti. Donc, du coup, je m'interroge sur ce que vous entendez par parti. Je m'interroge. Parce que peut-être que ce que nous on fait, ça ne vous intéresse pas, et peut-être que c'est parce que idéologiquement vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce que je sais, moi, c'est qu'en réalité, on ne se fait pas confiance les uns les autres. C'est ça la vraie truc. C'est que tout quand on arrive, on dit on est une organisation politique, ceux à qui on s'adresse ne nous voient pas. Ils ne voient pas qu'on est une organisation politique, et donc ils veulent quelque chose d'autre. Du coup, je me pose la question. Quelle est cette chose qu'ils veulent? Qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est-à-dire comment vous imaginez une organisation politique? Je vais jusqu'au bout de ce que je dis. Nous, on a choisi l'indépendance totale. On ne veut pas d'argent, parce que, précisément pour toutes les raisons, on veut notre indépendance. On ne veut pas que quelqu'un, l'État ou les médias ou je ne sais pas qui, nous dise ce qu'il faut qu'on dise. On veut notre propre agenda. Enfin, par exemple, on ne veut pas de l'agenda de l'extrême gauche, c'est pas le nôtre, on ne veut pas celui de la gauche, on veut pas celui de la droite, c'est le nôtre. Notre agenda, c'est l'islamophobie, le racisme d'État, la Palestine, la France-Afrique, la mémoire, l'identité, les violences policières. Ça, c'est notre agenda à nous. D'accord? Qui n'est pas celui de l'extrême gauche, la loi El Khomri, je sais pas quoi, l'anticapitalisme, etc. Nous, on est là. D'accord? Pour ça a un prix. Et c'est quoi le prix de tout ça? L'indépendance politique et économique, c'est que on est précaire politiquement. Ça veut dire qu'on n'a pas des grands bureaux comme l'UMP. Ce que je sais, c'est que parce que on n'a pas tout ça, vous ne nous voyez pas. Personne ne nous voit parce qu'on n'a pas tout ça. Donc moi, si vous venez aux indigènes de la République, on n'aura pas le confort des organisations politiques. On n'aura pas les moyens des organisations politiques. Mais c'est le prix de la dignité. C'est le prix de la dignité. Ça veut dire qu'il faut tous qu'on accepte de vivre dans la précarité politique. Mais qu'on avance. Ça ne veut pas dire qu'on avance pas. Moi, j'estime qu'on avance et qu'on a fait même beaucoup de progrès. D'accord? Simplement, il faut que tous qu'on accepte qu'il faut remonter les manches et ça va pas être facile. Ça va être un vrai combat politique, on va s'en prendre plein la gueule, on va être attaqué, etc., etc. Donc là, la question que je vous pose à vous, comment ça se fait que vous ne nous voyez pas? Est-ce que j'ai raison de dire ce que je dis? Je sais pas, je vous laisse répondre. Je suis pas sûre qu'on parle exactement la même chose. Alors si vous dites
si vous entendez par communauté la communauté musulmane. C'est une communauté sociale qui existe en France, il y a une existence, on est nombreux démographiquement, on est en France, on transforme la France par notre présence. L'islam est la deuxième religion de France. Et ça, c'est une communauté. Est-ce que c'est autre chose qu'une communauté sociale? Je ne suis pas sûre, et c'est là où se pose la question de l'existence politique. Pour l'instant, elle n'est pas une communauté politique. Elle est une communauté sociale. Et moi, celle-ci, je pense qu'elle existe réellement. Pas tout à fait. Elle existe. Non, mais elle existe. Elle existe. La France, l'islam est la deuxième religion de France. Donc, cette communauté existe. Elle a une existence sociale. La question, c'est est-ce qu'elle existe d'un point de vue politique? Ma réponse est non. Pour l'instant, elle n'existe pas à un niveau ou à un autre, mais pas de manière vraiment assumée. Elle n'existe pas de manière politique. Maintenant, lorsqu'on parle de communauté, on n'est pas obligé de s'en tenir au strict niveau de la communauté musulmane. J'ai commencé par dire que je parlais de ceux qui sont discriminés en France et qui viennent de l'histoire coloniale. Si on dépasse le strict niveau de la communauté musulmane et qu'on parle des autres communautés qui viennent de l'histoire coloniale, à ce moment-là, c'est un autre niveau communautaire, c'est une communauté politique qui est celle des descendants postcoloniaux auxquels il faut ajouter, donc il y a les Maghrébins, il y a les Africains, il y a les Antillais, et d'autres encore. Ça, c'est une autre communauté. D'accord? Est-ce que la communauté musulmane, ici il y a surtout des musulmans ici aujourd'hui, est-ce que la communauté musulmane, dans son projet politique citoyen, puisqu'il a été question aussi de citoyenneté, est-ce qu'elle envisage des alliances déjà avec ceux qui subissent à peu près son sort, dans la mesure où ces autres communautés vivent aussi dans les quartiers et subissent le même sort en termes de discrimination sociale et politique? La question se pose à nous. Cette communauté des post-colonisés, elle existe, elle est en France, elle existe socialement. Question, est-ce qu'elle existe politiquement? Il y a des embryons d'organisation, comme nous par exemple, mais on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une vraie existence politique au sens qu'elle est en capacité de transformer les rapports de force. Ensuite, il y a un troisième niveau qui est lorsque ces communautés postcoloniales arriveront à s'organiser et qu'elles auront un projet politique commun, est-ce qu'elles seront en capacité de penser un autre nous qui est un nous politique encore au-dessus de celui-ci, c'est-à-dire un nous de l'alliance avec ceux qui sont d'accord avec un projet anti-impérialiste. Parce que c'est impossible de mettre l'anti-impérialisme en dehors de notre projet politique. Je reviens parce que je ne sais pas qui a dit tout à l'heure qu'il n'a pas participé, on n'a pas entendu ce que j'ai dit au départ. J'ai dit au départ que nous, on ne pouvait pas envisager un quelconque projet politique sans la critique radicale de l'impérialisme. Non pas parce qu'on est philanthrope, parce qu'il y a une responsabilité morale qui nous incombe, qui est que on refuse, moi par exemple, si je parle à partir d'une éthique musulmane, de justice et de dignité, je refuse d'être quelqu'un qui exploite, de participer à l'exploitation des pays du Sud, à partir de cette éthique-là. Si on refuse l'impérialisme, on refuse donc d'en bénéficier, ça veut dire qu'on doit être anti-impérialiste. Et ça veut dire qu'on doit même rentrer dans notre logiciel politique que quelque part, on lutte contre nos propres intérêts. Parce que nous, objectivement, j'ai un intérêt à l'impérialisme. On a tous ici un intérêt à l'impérialisme. Si on n'avait pas intérêt, on serait tous rentrés chez nous. Et si on reste ici, c'est parce que ici, on a les moyens de notre survivance. Et notre survivance, elle dépend de tous les moyens que la France met en place pour piller le Sud. Et pour ensuite distribuer, même si c'est des miettes. Nous, on est ceux qui recevons les miettes. Mais on reçoit quand même les miettes. Donc, est-ce que ça fait partie de notre éthique politique que de l'accepter? Je dis que, d'un point de vue islamique, c'est pas possible. On n'a pas le droit. C'est haram. Bon, si c'est le cas, donc, il faut penser la question du nous politique, avec tous les anti-impérialistes qu'il y a en France. Et il y en a en France. On doit être en alliance avec tous ceux qui refusent cet ordre-là. D'accord? Donc ça, c'est ça l'enjeu du futur. Donc, je reviens à la question de quelle communauté on parle. Moi, il me semble qu'il y a plusieurs niveaux de communauté qu'il faut tous assumer. Il faut assumer l'appartenance à la communauté musulmane. Et moi, je pense qu'il faut faire exister la communauté musulmane, celle qui va refuser, par exemple, que son culte soit sous tutelle de l'État.
Absolument. La communauté musulmane doit s'organiser politiquement de telle manière à ce qu'elle refuse ça. Ça, c'est le premier niveau d'un nous politique des musulmans. Ensuite, il y a le nous politique de tous les post-colonisés avec lesquels on a intérêt d'être ensemble. En prison, on se retrouve avec les autres post-colonisés. Les musulmans, les noirs, les antillais, etc. On est tous en prison. D'accord? Donc, si on est en prison, c'est parce qu'on est un corps social faible. D'accord? Parce que en haut, il y a plein de gens qui mériteraient d'être autant en prison. La grande mafia qui détourne des millions, ils sont pas en prison, eux. On est d'accord. Donc, c'est ceux qui socialement, pour des vols de pizza, pour des vols de mobylettes, pour du trafic de drogue, évidemment. On se cache pas la réalité, hein. Le trafic de drogue, il est aussi lié à notre position sociale dans la société. Il y a du trafic de drogue parce qu'il y a du chômage. Parce que si on avait les mêmes possibilités que les grands bourgeois, il n'y a aucune raison d'aller dealer de la drogue en bas des immeubles. Donc, il y a notre condition sociale fait qu'une partie de nous... Je dis pas que c'est une raison, j'explique socialement. Parce qu'en haut, ils font bien pire que du trafic de drogue. En réalité, la vraie mafia, elle est en haut, elle est pas en bas. Ça, c'est un des relais de la mafia qui récupère des millions et des millions. On n'est pas un petit trafic de drogue. Bref, je dis que il y a ce niveau d'alliance avec les autres communautés, et enfin, le niveau d'alliance avec ceux qui partagent un projet politique, qui refusent l'injustice, qui refusent l'exploitation, qui refusent la hogara, etc., qui refusent l'impérialisme, qui refusent que les troupes militaires soient en Afrique ou dans n'importe quel pays, qui vont rétablir l'ordre et la démocratie dans nos pays d'origine. Bref, un monde plus juste, c'est pas compliqué. Donc il y a plusieurs niveaux de nous politiques. Et ça, je pense qu'il faut qu'on l'intègre. Et je veux juste terminer, parce que j'ai l'impression qu'on arrive vers la fin, c'est juste pour le que faire, il n'y a pas de solution miracle. Simplement, je voudrais juste signaler une chose avant que tout le monde parte, c'est qu'il y a une grande manifestation nationale un mois avant les présidentielles, le 19 mars prochain. Il y a des associations d'Ivry qui participent à la marche du 19 à Paris. Vraiment, je vous invite à venir parce que c'est une marche autonome. C'est une marche où qui n'est pas dirigée par des partis existants. C'est une marche qui est à l'initiative des familles de victimes de crimes policiers. Toutes les familles se sont regroupées pour lancer cette marche au mois de décembre dernier. Elle aura lieu, et c'est ça l'intérêt, pendant les présidentielles. Il y a énormément de signataires jusqu'ici. On pense que ça risque d'être une très très grande manif. Il y a plein de cartes qui vont venir des régions. C'est important qu'on soit nombreux. C'est pas simplement, j'attire votre attention sur le fait que c'est pas simplement une manif contre les crimes policiers. C'est une manif contre le racisme, l'islamophobie, la négrophobie, l'homophobie. C'est une manif également contre la casse du mouvement social, c'est-à-dire contre les lois qui vont nous précariser encore plus, la loi Al-Khomri par exemple, mais également, et c'est ça aussi, c'est pour ça que je vous dis que j'y tiens depuis le départ, contre les guerres françaises à l'étranger. C'est le 19 mars prochain, c'est une marche qui est dirigée par les familles des victimes des crimes policiers, donc c'est vraiment, elle est vraiment autonome, et donc il faut faire du buzz autour de cette marche.